et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux un dimanche matin et au matin du dernier jour de cette édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Alors ce matin, nous avons la chance et le privilège d'accueillir Jules qui devait être accompagné d'un co-auteur, Aitor Alfonso, mais malheureusement, en raison de petits problèmes de train, il ne pourra pas être présent avec nous, mais nous allons malgré tout présenter ce travail qui va être... qui n'est pas encore paru en réalité, hein, qui est une sortie de l'automne. Donc on va vous présenter ça en avant-première. Alors Jules, on ne le présente pas, mais je vais le faire quand même, parce que c'est un plaisir. Donc auteur et dessinateur, donc vous avez adoré bien sûr les albums et les séries qui sont toutes en lien et en lien même très explicite et très direct avec l'histoire, hein. Qu'il s'agisse de Silex and the City, de La planète des sages ou encore de 50 nuances de grec, qu'en tant qu'antiquisante j'ai particulièrement adoré. Et donc, dans cette thématique des vivants et des morts, nous nous trouvons ce matin, bien sûr, en prise beaucoup plus avec le côté vivant et même bon vivant, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'il va s'agir de parler d'histoire et de gastronomie pour un volume qui sera intitulé La fin de l'histoire, FAIM, bien sûr. Mais attention, hein, il ne s'agit pas d'une histoire de la cuisine, pas du tout. C'est une histoire du monde vue à travers le prisme de la gastronomie. Et vous allez voir que le parcours est assez vertigineux puisque nous allons aller de Lascaux à la station spatiale internationale. Et c'est donc ce parcours qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, à deux voix et non à trois comme prévu initialement. Mais évidemment, comme ils ont écrit ce livre ensemble, ça sera tout à fait passionnant. Et je laisse tout de suite la parole à Jules qui a des choses beaucoup plus intéressantes à vous dire que moi. Merci d'être si nombreux. Alors effectivement, hein, j'ai perdu Aitor en route, il a été mangé. Mais il faut quand même que je vous raconte, en son absence, notre rencontre qui est à l'origine de la jeunesse de ce bouquin. C'est vrai que moi, j'ai une formation d'historien, plutôt sinologue au départ d'ailleurs, mais évidemment, ayant un peu enseigné, m'étant intéressé à tout, voilà, tout m'a servi ensuite d'humus en tant que dessinateur. Et c'est vrai que très souvent, il y a aussi finalement Lucky Luke, la série que j'ai reprise depuis maintenant une douzaine d'années, qui est aussi une autre page d'histoire finalement mise en scène. Et donc cette dimension de transmission de l'histoire à travers, pour le coup, l'humour, parce que c'est vraiment mon rayon, c'est la façon que j'ai d'interpréter un petit peu les choses, c'est quelque chose qui m'importe. Et bon voilà, c'est une autre approche. Ici, il y a un prix de la bande dessinée d'histoire, là, pendant les rendez-vous, qui est important. Souvent, c'est des choses un peu sérieuses. Nous, c'est une façon aussi de donner envie d'aller vers, je dirais, les sources, d'approfondir une période, un certain nombre d'itinéraires, de personnages. C'est ce que j'ai aimé faire depuis le début. Et il se trouve que ça faisait longtemps que je voulais faire une série un petit peu panoptique qui se baladait à travers, non pas avec un focus sur le paléolithique comme Silex, sur le monde gréco-latin comme 50 nuances de grec, et je ne trouvais pas vraiment les angles. Moi, j'ai été un élève à Fontenay de Patrick Boucheron, que vous connaissez sûrement, et depuis longtemps, on voulait faire un projet ensemble, mais on ne trouvait pas d'angle. On n'allait pas faire une espèce de Malé-Isaac plus les gags, quoi. Donc c'était compliqué. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil, et très souvent, je reçois des appels en tant que dessinateur de gens qui ont eu mon contact, je ne sais pas trop comment, en disant voilà, j'ai une idée extraordinaire pour révolutionner l'approche de la prostate, et je pense que vous êtes le bon dessinateur pour le faire. Et j'en ai 2 ou 3 par semaine, toute l'année. Et donc, j'ai une espèce de discours type que je sers en disant merci, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, c'est une idée formidable, mais voilà, la vie de votre grande-tante ou la réflexion de votre cuisine, c'est génial, mais je n'ai pas le temps, je suis très occupé et tout. Donc, je m'apprêtais à lui dire ça. Donc, le téléphone sonne, je parle à ce garçon dont j'ai jamais entendu parler. Aitor Alfonso, en plus, c'est basco-galicien comme nom, donc je ne sais pas si c'était un vrai nom ou pas. Et puis, il commence à me raconter son idée. Et au fur et à mesure qu'il parlait, toutes mes barrières sont tombées. En 5 minutes, il m'avait emballé. Je me suis dit, mais oui, on va faire un album, on va même faire une série d'albums. Donc là, ce qui va sortir fin novembre, c'est le tome 1 de 3 albums à minima. Et cette promenade-là, elle est née au départ. Lui, il avait travaillé sur 3 chapitres qui étaient manger, et c'est avec le principe manger à Woodstock pendant le festival, manger à Pompéi
le jour de l'éruption du volcan. Manger à Mexico, dans le Mexico aztèque en fait, à Tenochtitlan, au moment de l'arrivée de Cortés. Et toutes ces choses-là, cette espèce de prisme, on s'est rendu compte en fait que c'était comme dérouler une pelote extraordinaire parce que il y a eu des histoires en bande dessinée ou ailleurs de tel ou tel aliment, d'où il vient, etc., tel ou tel comportement alimentaire, ou des focus, un petit peu manger à Paris, dans tel endroit. Là, cette espèce de gourmandise qu'on a pu avoir, un peu les yeux plus gros que le ventre, c'est voilà, de se balader d'un peu partout. Et c'est super rigolo, parce que lui, qui est très scrupuleux, a exhumé plein de sources, certaines célèbres, d'autres vraiment étonnantes, pour mettre en scène ça. Donc c'est un livre... et voilà, pour pimenter le tout, non seulement il n'y a pas Hightor parce qu'il n'y a pas de train, mais on n'a pas d'images à vous montrer, mais je vais vous raconter quand même les choses. Qui est fait, c'est un livre hybride, comme j'avais pu faire avec le philosophe Charles Pépin pour La planète des sages, où il y avait une page de bande dessinée et en regard, un essai du philosophe autour d'un personnage ou d'un concept. Là, c'est la même chose. Et donc, à chaque fois, c'est manger à ou manger avec. Et lui écrit, c'est 2 doubles pages à chaque fois. Et donc, premier tome, 25 chapitres, il y en aura 25 dans chacun des tomes, donc, et ça balayera un petit peu tout. Alors, Hightor, il faut le dire aussi, faut le rappeler avant de commencer, il est critique gastronomique en plus d'être enseignant en classe préparatoire. Hein. Donc voilà, vous êtes tous les deux aussi polyvalents l'un que l'autre. Et donc le mariage des deux, d'une certaine manière, ça donne quelque chose de tout à fait original et unique. Donc tu vas un peu nous expliquer la composition de tout ça. Voilà, et pour les gourmands, en fait, Hightor Alfonso, il signe dans la presse gastronomique, le Fooding, Time Out, etc., ou sur les réseaux sociaux, en tant que sauce gribiche. Donc peut-être certains le suivent sur les réseaux et tout, mais parce qu'il a, voilà, il a cette espèce d'insolence et je dirais de malice particulière de cette nouvelle génération-là, qui est avec très peu de componction et qui est capable vraiment de chroniquer des restaurants 3 étoiles comme des kebabs. Voilà, cette absence de hiérarchisation, elle me plaît beaucoup, moi elle me correspond. Et donc voilà, il est à la fois un télo et vraiment rigolo, quoi. Il avait publié d'excellents propos de table il y a quelque temps aussi. Hein, sur, voilà, un genre de choses vues. Voilà, choses vues. Alors, on va peut-être aborder finalement les différents tableaux que vous avez choisis hein, pour cette histoire du monde à travers la gastronomie. On commence bien sûr avec la préhistoire. Mais ça, c'est un terrain plutôt connu pour toi, puisque tu avais déjà énormément potassé, si j'ose dire, avec Silex and the City. Donc, je pense que Lascaux, ça n'a peut-être pas été le plus compliqué pour cette ouverture. Alors, il a fallu quand même se renouveler. Voilà. La difficulté, elle était ailleurs. Et donc, on a inventé le guide Lascaux et Millot, hein, qui était une espèce de précurseur. En fait, le truc, c'est que donc, à chaque fois, c'est manger à, puis chaque chapitre, parce qu'on fait des concours de jeux de mots en général. Moi, je fais toujours des blagues un peu plus ou moins réussi et Hightor Alfonso il est pire que moi et donc en l'occurrence le titre du chapitre sur Lascaux c'est la guerre du pot-au-feu parce que figurez-vous que évidemment très souvent en ce qui concerne l'histoire il y a tout un certain nombre de clichés de chromos en fait qu'on véhicule. Bon il y a des périodes qui sont moins connues donc qui sont moins submergées par ça mais on le verra peut-être pour Catherine de Médicis ou voilà les hommes préhistoriques. Il y a eu beaucoup de choses de pop culture qui ont déformé notre vision. On ne parle pas de mise en scène de personnages d'Homo sapiens avec des dinosaures ou des choses comme ça, la famille Pierre à Feu ou des choses comme ça. Mais par exemple, évidemment, la première vision qu'on a de l'homme préhistorique, c'est il mangeait son rôti de mammouth. Ce qui n'arrivait pas, en fait, pour ainsi dire, c'était pas du tout quelque chose qui était dans les pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que notre grand ancêtre, pas si lointain, était vraiment quelqu'un de très omnivore, qui ressemblait finalement assez à nous aujourd'hui. En fait, les traces archéologiques, notamment, évidemment, dans les foyers, dans les représentations pariétales, etc., mais aussi sur les squelettes, en fait, et montrent que, voilà, les types de dents qu'ils avaient, ils avaient des stries, en fait, dans les deux sens, qui montraient qu'ils étaient autant mangeurs de légumes que mangeurs de viande, et c'était des gens, finalement, qui mangeaient énormément de graines, etc. Tout ça a d'ailleurs inspiré ensuite, et ce qui est marrant dans cette histoire du monde par la gastronomie, c'est de voir comment aujourd'hui on prend racine ou on s'inspire de manière complètement absurde ou au contraire, sans le savoir qu'on est héritier de ça, il y a un certain nombre de gens qui promeuvent aujourd'hui les régimes paléo. En fait, ce qui est assez absurde, parce que par exemple, les choses qui sont mises en avant dans ces régimes paléo, c'est qu'il faut manger des abricots, des amandes, etc. Au paléolithique, les amandes, en fait, c'était pas les mêmes. Il y a eu des hybridations, etc. Il y avait une toxine à l'intérieur, il y avait du cyanure à l'intérieur du noyau de l'amande. Donc, en fait, c'était quand même assez dangereux. Il y a pas mal de gens qui ont testé des recettes et qui n'en sont pas revenus.
L'abricot, typiquement, l'abricot sec, des choses comme ça, il n'y avait quasiment pas de chair dans les abricots à l'époque, donc c'est quelque chose que vraiment l'agriculture a développé. On s'imagine que c'était déjà comme ça à l'époque et c'est assez différent. Donc voilà, mais c'était des gens qui étaient assez fine bouche, les gens de Lascaux. On mangeait beaucoup de fleurs, on assaisonnait les choses, il y avait des graines, donc c'était finalement assez fin. Et voilà, donc déjà cette première vision, l'étape 1 de cette aventure, elle a battu en brèche pas mal de préjugés. Et notamment effectivement l'image qu'on a d'hommes préhistoriques qui sont plutôt carnivores quand même et globalement presque exclusivement. Voilà, alors qu'ils étaient plutôt, je dirais, ils mangeaient davantage de végétaux que de viande, loin s'en faut. Et alors voilà, et c'est pourquoi est-ce qu'on avait appelé ça aussi la guerre du pot-au-feu. Oui. C'est parce que malgré tout, voilà, les jours de chasse où on était doté en viande, ils avaient créé, on a retrouvé ce truc-là, ils avaient créé une espèce de système où on cuisait la viande assez longuement à l'eau, dans des espèces de pierres chauffées comme ça, et auxquelles on ajoutait l'os à moelle en fait, et on mélangeait la moelle. Et cette espèce de soupe grasse, véritablement, c'est l'ancêtre du pot-au-feu. Et donc cette filiation-là, elle date de ces époques obscures, voilà. Alors ça, c'était pour une entrée en matière vraiment ancienne, mais je pense qu'après on passe tout de suite aux périodes historiques dans le deuxième chapitre. Et évidemment, un épisode très attendu, c'est l'Égypte pharaonique. Voilà, on a appelé le chapitre Mordre sur le Nil. Bon, voilà. Mais on imagine plutôt d'ailleurs, on connaît, enfin peut-être que c'est un a priori que j'ai, mais j'ai comme l'impression qu'on sait davantage chez les Égyptiens ce qu'on donnait pour les repas des morts que ce que mangeaient les vivants en définitive. Bah ça c'est absolument juste. Ça renoue d'ailleurs un peu avec le thème de cette édition de cette année. Je veux dire, on mangeait autant morts que vivants. Et dans les tombes, dans les tombeaux, sur les parois, etc., on trouve énormément de recettes, comme des espèces de tutos culinaires à destination de l'au-delà. Voilà, comment est-ce qu'on assaisonne telle ou telle chose. Mais on a trouvé aussi, évidemment, plein de représentations. Il y a des recettes en hiéroglyphes comme ça, mais aussi des représentations où on montre comment on fait le pain, comment on fait... Alors les deux grands éléments, et on ne s'attend pas forcément à ça de l'Égypte, ce qu'on mange beaucoup, c'est du pain et de la bière. En fait, donc c'est des buveurs de bière, bière faite à partir d'orge, tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens c'était en 2019, qui ont recréé un truc qui s'appelle la bière des pharaons, mais à partir des mêmes... en fait, c'est des microbiologistes en fait, qui ont fait des prélèvements de levures à l'intérieur d'amphores qu'on avait retrouvées dans les sépultures, et à partir de ces levures-là, ils les ont recréées pour faire cette bière-là. Et la question de la bière en Égypte, elle est quand même vachement importante, et elle a pu avoir des répercussions politiques même. Par exemple, évidemment, parmi les stars de l'Antiquité égyptienne dans le grand public, il y a Cléopâtre, qui, elle, en fait, a perdu énormément de popularité à un certain moment. Donc, on sait l'historiographie romaine, etc., qui l'a dénigrée autant qu'il pouvait. Mais, par exemple, elle a créé une taxe sur la bière. Et à partir de là, ça a été la panique, évidemment, en Égypte. Ils étaient vraiment furax. Mais c'est que ça devait rapporter énormément. Si on taxe, c'est qu'évidemment, il y a un échange extrêmement dense et extrêmement fort. Voilà. Et alors, et c'était aussi... parce que c'est quand même une civilisation relativement sophistiquée, donc ils mangeaient des choses incroyables, des bulbes, l'intérieur des papyrus, il y avait plein de choses qu'on a perdues aujourd'hui. Mais par exemple, à Saqqara, on a trouvé aussi des représentations et des explications de comment gaver les oies. Et on se rend compte qu'en fait, que le gavage d'oie avec des espèces de la mie de pain grasse qu'on donnait de force comme ça, c'était en fait, ils ont inventé le foie gras, les Égyptiens. Donc en fait, les Gersois peuvent aller se recoucher, parce qu'à Saqqara, il y a 4500 ans d'aujourd'hui, il y avait déjà du foie gras. Et ça, quand même, c'est une sorte de scoop. Voilà, quand même. On peut le dire, quand même. Alors, si on a parlé de Cléopâtre, on n'est plus très loin, finalement, du changement d'air. Et là, on arrive à un repas qui a beaucoup marqué l'histoire de l'art autant que l'histoire religieuse. C'est Jésus et la scène, bien sûr. Chapitre qui s'appelle Bête de scène. Bon, okay. Voilà. Et en fait, mine de rien, Jésus et l'arrivée des chrétiens, c'est un coup de tonnerre dans l'histoire de l'alimentation. Parce qu'en fait, on est dans un monde extrêmement sélectif où l'alimentation, en fait, sert à distinguer les gens les uns des autres. Et évidemment, dans le monde juif, le nombre d'interdits alimentaires est absolument considérable selon les jours, selon les calendriers, etc. Et Jésus, c'est un peu le McDonald's de l'Antiquité. Il dit « venez comme vous êtes ». C'est-à-dire que
le christianisme est omnivore, en fait. Et ça, c'est complètement nouveau dans l'Antiquité. Et ça va être une des grandes forces aussi de recrutement du christianisme. Et donc, il y a des gens qui viennent d'horizons anthropologiques très différents qui vont pouvoir coller à ça. Et donc, une des phrases du Christ qui a été rapportée, c'est ce qui est impur, c'est pas ce que tu mets dans ta bouche, c'est ce qui sort de ta bouche, en fait. C'est les paroles. Donc, on peut manger tout ce qu'on veut, c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est une façon de se distinguer aussi des autres, finalement, cet omnivorisme. En attendant, parmi les apôtres, il y a plein de gens qui viennent d'horizons que ça choque, et il faut de temps en temps des espèces de coups de force. Il y a ce récit où Dieu s'adresse directement à Pierre qui est monté sur le toit pour prier, et puis il fait apparaître une nappe dans le ciel en disant que vous mangerez tout ce qui... C'est un peu comme... Il y a un proverbe, un dicton chinois qui dit aujourd'hui les Chinois ils mangent tout ce qu'ils veulent sauf les avions, tout ce qui flotte sauf les bateaux et tout ce qui a quatre pattes sauf les tables. Et ben, c'est un peu la même chose que dit l'Éternel à Pierre à ce moment-là, et il dit mais quand même c'est impur. Il dit non, c'est pas impur, vous mangerez de tout. Mais il a quand même un peu du mal avec ça, et donc que ce soit Pierre, Jacques ou Matthieu, par exemple, dans les Actes des Apôtres, on raconte qu'ils ont quand même un régime plutôt vegan, en fait, eux, parce que ça leur fait du mal quand même de manger n'importe quoi. Et donc, autant Jésus, lui, c'est l'omnivore, autant un certain nombre d'apôtres, et ensuite tout le mouvement ascétique chrétien, autour du carême, etc. Le carême qui est quand même quelque chose un peu de postérieur, finalement, dans sa description, c'est quelque chose qui est oriental, cette espèce de privation, cet ascétisme-là, il est très différent de l'esprit des premiers chrétiens, malgré tout. Alors, pour revenir au repas de la Seine, justement, qu'on connaît très bien, c'est le repas, on ne sait pas exactement ce qu'il y avait sur cette table, mais on sait que c'est le repas de la Pâque juive, en fait, avec notamment deux éléments importants qui sont le charoset, qui est une espèce de pâte de dattes, de figues, etc., censé figurer le mortier utilisé par les Hébreux dans la construction en tant qu'esclaves de l'architecture pharaonique, et le maror, qui est aussi un autre plat. Voilà. Donc on sait qu'il y a ça. Mais c'est marrant parce que, évidemment, pour les historiens de l'art, on sait que la scène a été réinterprétée tout au long de l'histoire chrétienne. Et en fait, on a des exemples de ce dernier repas selon, finalement, les standards du moment des représentations. Oui, c'est ça qui me frappe, finalement, parce que quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais il y a autant d'interprétations de ce qu'il y a sur la table qu'il y a de périodes, et chacune se l'approprie en fonction de ses propres... Il y a Léonard de Vinci qui a fait une scène. Si on zoome un peu sur la table, par exemple, il mange de l'anguille avec des tranches d'orange dessus, qui était un plat sophistiqué, hyper bon de l'époque. Vous devriez essayer. Mais on a aussi, par exemple, au XIVe siècle, à Salzbourg, il y a une scène qui a été représentée, une scène bavaroise, où il y a des bretzels, en fait, sur la table. Donc voilà, et jusqu'au XVIIIe siècle, je crois 1753, il y a une scène dans la cathédrale de Lima, au Pérou, où sur la table, Jésus mange du cochon d'Inde. Donc, finalement, venez comme vous êtes, ça marche vraiment à bloc. Aussi dans l'iconographie, et donc c'est adaptable à tous les contextes. Alors, on parlait tout à l'heure finalement du contexte d'alimentation de la période. On pense ensuite naturellement aux Romains. Et pour les Romains, alors là, pour le coup, on a un traité de cuisine. On a Apicius quand même. Et on a des recettes. Alors, des recettes qui sont d'ailleurs parfois adaptées par des grands chefs aujourd'hui. Il y a même un restaurant sponsorisé par le CNRS qui essaye de reproduire les recettes qu'on connaît dans le traité d'Apicius. Mais ce que vous avez choisi, c'est quelque chose d'encore plus marquant, puisque c'est un tableau qui va se situer le jour de l'éruption du volcan à Pompéi. Hein, c'est bien ça? Oui, alors on a de la chance. Le dernier repas, quoi. Parce qu'il se trouve que l'éruption, qui a duré tout un moment, on en parlait hier, mais en gros, le moment un petit peu décisif où Pompéi s'est figé sous la nuée ardente, c'est 13h, l'heure du déj. Donc en fait, c'est tout Pompéi qui se retrouve figé à table à ce moment-là. Et il y a un certain nombre de scènes, un certain nombre de plats, de choses qui ont été conservées. On a retrouvé un plat de figues
voilà, qu'on a exposé d'ailleurs, qui a voyagé jusqu'à Paris une fois dans une expo, il me semble. Oui, c'est ça. Mais en fait, en plus, la figue, pardon, je t'interromps une seconde pour dire ça parce que c'est assez marrant. La figue, c'est ce qui permet de changer la date connue jusqu'à présent de l'éruption. Parce que les textes anciens nous disent que l'éruption a eu lieu en août. Et en fait, ces figues sont trop mûres et donc, c'est pas possible d'avoir ces figues-là le 24 août. Et donc, ils ont commencé à penser que peut-être l'éruption, la date avait été mal consignée et que l'éruption avait été un petit peu plus tardive. Et on en a en fait des preuves par d'autres sources. Donc, c'est assez marrant comme finalement ces plats et ces choix sur les tables nous permettent aussi d'avancer sur des problèmes historiques beaucoup plus terre à terre, si j'ose dire. Le titre du chapitre étant, trouvé par Aitor Alfonso, « Ah, qu'elles sont jolies les figues de Pompéi ». Bon, je vous le passe, hein, mais c'est son idée. Et voilà. Et ce qu'on découvre, évidemment, on a le traité d'Apicius et on a tous ces fantasmes des banquets romains, des orgies avec tout le monde allongé qui se fait vomir entre les plats avec une plume pour repartir de plus belle. Et évidemment, c'est pas du tout représentatif de l'alimentation de cette époque, évidemment, et des classes sociales qui sont les plus importantes. Le petit peuple a vraiment comme alimentation de base un truc qui s'appelle le pulse, qui est une espèce de porridge, en fait. C'est une bouillie, comme ça, un truc alors qu'on assaisonne plus ou moins. Et c'est le truc qui tient au corps, qu'on mange un peu à tous les moments sur le pouce. Et d'ailleurs, on trouve à Pompéi plein de petits endroits qui sont un peu des genres de fast-food, les thermopoliers, en fait, qui sont des endroits où on vient, on prend rapidement debout ou assis sur un coin de table un repas, et puis on repart tout de suite bosser. Et ces thermopoliers, on les a retrouvés en l'état, et notamment il y a un truc où on suppose, ou en tout cas on aime bien rêver à, l'idée qu'il y a un type dans les pétrifiés de Pompéi qui est en train de piquer un truc dans une amphore, en fait. Et donc c'est un mec, il en a profité du bordel ambiant, genre tout le monde courait dans tous les sens, lui il a piqué un truc dans une amphore, la main dans le sac, il s'est retrouvé coincé. Et donc c'est complètement émouvant d'une certaine façon de voir ce truc-là. Et alors évidemment, la nourriture, ça fait toujours jaser, ça fait les titres des journaux. Et donc, dès qu'on peut promouvoir une recherche historique, une recherche archéologique, cet axe-là est bien pratique. Et donc, il y a eu révélation dans les journaux cette année, je ne sais pas si vous avez vu, dans Le Parisien, dans machin, découverte de la première pizza à Pompéi. Ouais, c'est une nouvelle fresque, effectivement, qui a été mise au jour dans les dernières fouilles, là, ces derniers mois. Et comme souvent, on voit, en fait, il y a beaucoup de nature morte dans les fresques de Pompéi, et on y voit des choix de ce que mangeaient les Romains, et pas seulement des mets très précieux, d'ailleurs, hein, ça peut être des choses tout à fait courantes, comme des fruits, des paniers de fruits. Et là, on a une table avec de jolis petits pieds ouvragés, et sur cette table, on a des coupes, et ce qui ressemble en effet à une pâte orné de toutes sortes de choses. Déjà un peu coupé en tranches. Déjà un peu coupé en tranches. Avec un genre de truc, on dirait une burrata dessus. Alors évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre. Il est peu probable, et même il est absolument exclu qu'il y ait eu de la tomate dessus. Hein, ça, c'est quand même une des rares choses qu'on peut exclure. Mais cela reste quand même assez énigmatique dans le détail. Je pense que vous avez eu le temps de l'intégrer, ça, ou oui, c'était trop tard? La pizza, non, le texte était écrit, mais on a intégré quand même un bout de pizza dedans. Pour votre plaisir. Bon, jusqu'à présent, on est resté dans des contextes très classiques et très antiques. On va poursuivre le parcours peut-être avec des éclairages complètement différents, puisqu'il me semble que parmi les autres points que vous avez abordés, il y a les Touaregs, hein, c'est ça? Alors il y a les Touaregs, mais avant ça, il y a même les Vikings. C'est-à-dire que si on passe dans le monde du Moyen-Âge, là, pour le coup, on a aussi des sources qui sont extra-méditerranéennes assez intéressantes, en fait. Et les Vikings, voilà, on a la vision d'énormes pochetrons qui font des banquets pas possibles, etc. Et ben, c'est tout à fait juste. Pour le coup, la représentation de ces cultures du Nord tourne aussi autour de tout ce panthéon et ces sagas qui mettent en scène justement les êtres divins et tout. Et le Valhalla, bien connu, est en fait une espèce de festin, de banquet permanent, H24. Je crois qu'il y a 64 000 guerriers répertoriés à la table d'Odin qui donnent le festin. Alors tout le monde bouffe non-stop,
se bourrent la gueule, portent des toasts, et encore aujourd'hui, et dans la culture viking, les libations étaient quelque chose d'extrêmement important. Et il y avait plein de types de libations où on buvait en tenant le verre d'une certaine façon, l'homme et la femme qui entrecroisaient le bras, etc. Plein de comportements de table qui étaient très importants, qui avaient toute une disposition symbolique, mais inspirés à chaque fois, en tout cas dans le récit qu'ils en faisaient, des repas des dieux. Alors tout le monde mange énormément. Odin lui-même mange très peu, en fait. Il se contente de boire et de picorer. Et en fait, les morceaux de viande, il les jette à ses 2 chiens, ses 2 loups qui l'accompagnent. Et voilà, il donne à manger à ses loups. Une sorte de sobriété divine, quoi. C'est-à-dire que le banquet, c'est finalement le banquet très riche et excessif. C'est pour les hommes, c'est ça non, c'est pour les autres dieux aussi. Hein. Mais en revanche, non, mais c'est lui. Mais vous savez, pour avoir organisé parfois sans doute des repas chez vous, si vous avez cuisiné longtemps, c'est vous qui mangez le moins. Hein. C'est les invités qui mangent, vous n'avez plus faim à la fin. Donc c'est un peu pareil pour Odin. Et en revanche, il y a une espèce un genre de tonneau des Danaïdes. Ils mangent tous les jours du sanglier, en fait. Donc les cochonailles, c'est au Valhalla. En fait, il y a le sanglier géant qui s'appelle, à chaque fois j'oublie son nom, Serimnir, lui qui à chaque fois coupé, cuisiné, rôti, mangé et qui renaît le lendemain pour revivre encore ce calvaire-là, en fait, de sanglier. Donc il y a ce truc-là. On sait, les Vikings, ils n'avaient pas une énorme puissance agricole. En fait, ils avaient des potagers, des choses comme ça. Et donc, et en même temps, on les voit comme marins, en fait. Donc, on imagine qu'ils mangeaient énormément de poissons, de pêche et tout. Et en fait, ils galéraient. C'était pas des bons pêcheurs non plus, en fait. Donc, c'était un peu pas cool. Donc, ils buvaient. En fait, les poissons, ils mangeaient beaucoup de poissons, mais c'était des poissons d'eau douce pour l'essentiel qu'on a retrouvés. Ils mangeaient des algues, une algue rouge en fait qui s'appelle le dulse et dont ils tiraient des vitamines C en fait justement puisqu'il y avait pas mal de carences pour certains légumes pendant pas mal de saisons dans la région. Mais heureusement, en bon mondialisé avant l'heure, ils voyageaient beaucoup, ils pillaient beaucoup et donc on a trouvé des choses qu'ils avaient récupérées un peu partout, des noisettes, des machins, des choses, des noix qui poussaient pas du tout sous ces latitudes et donc grâce à leur des provisions. Voilà, ils allaient faire leurs courses. C'était le Uber Eats viking. Ils se servaient un peu partout, quoi. Et il fallait charger ça sur les bateaux, évidemment, pour survivre. Donc j'avais un train d'avance tout à l'heure, mais on avait commencé à parler des Touaregs. Une caravane d'avance. Ouais, une caravane d'avance, c'est vrai. Et contrairement à Hector, le pauvre. Mais j'avais commencé à parler des Touaregs, mais alors là, ça doit être compliqué pour les sources. Et puis, qu'est-ce que vous avez utilisé, en fait, pour... Alors, pour les sources, une des choses, c'est qu'il y a une continuité, quand même, parce que, évidemment, un des variants pour l'alimentation, c'est quand même la géographie. Et donc, la zone sahélienne, le monde désertique, il y a précisément des invariants qui font que les problématiques sont toujours un peu les mêmes, notamment comment fixer l'eau dans l'organisme. Ce qui fait que, par exemple, le sel, c'est un des éléments capitaux de l'alimentation. Là, on parle dans l'âge d'or des caravanes touaregs, c'est au XIVe siècle. En gros, c'était là où il y avait les grands empires, l'empire malien, etc. Donc, cette zone était très, très empruntée. Et donc, on imagine bien les dattes, les choses comme ça, les fruits, les cultures d'oasis. Mais en fait, le sel, c'était un des grands enjeux. Donc en fait, chaque caravane transportait des plaques de sel considérables et tout. Donc c'était déjà un commerce lucratif, mais aussi quelque chose d'indispensable pour survivre dans ces conditions-là. Mais évidemment, c'est un peu la sobriété consentie, la vie touareg. Et par contre, les foodistas touaregs n'attendaient qu'une seule chose. Et ça, Ibn Battuta le raconte. Voilà, les voyageurs, en fait. C'est des récits de voyageurs parmi les sources qu'on a aussi beaucoup. N'attendait qu'une seule chose, c'est d'arriver à Tombouctou, qui était le royaume des foodistas, parce que là, on mangeait très très bien. Et donc, en gros, c'était là où il y avait la rencontre entre le monde du Maghreb avec l'Afrique équatoriale, et cette chose-là se synthétisait vraiment dans la variété, la diversité, la sophistication des aliments. Une des choses, c'est qu'ils avaient aussi inventé un peu l'équivalent des barres céréales ou quoi qu'on prend aujourd'hui quand on va en randonnée. En fait, ils avaient une espèce de boule de pâte compacte en fait, qu'on trimballait, qui avait très peu d'encombrement, énormément de valeur énergétique et qu'on délayait dans l'eau ou dans l'eau ou dans n'importe quel liquide justement pour pouvoir les manger. Et donc, ils avaient cette espèce de ration de survie tout au long et qui était en fait assez astucieuse. C'est une sorte d'ancêtre de la lyophilisation en fait, plus ou moins. Voilà, c'était compacté effectivement et c'était ce genre de permettait de reconstituer après un aliment plus ou moins humide, on va dire. Ouais.
Bon, titre du chapitre, entrée plat désert. Bon, voilà. Mais c'est toujours le plus simple qui est le meilleur dans ces cas-là, donc, effectivement. Pour rester dans les mêmes périodes, hein, parce que on avait déjà commencé à évoquer ça, l'Empire ottoman, ça constitue évidemment une source inépuisable sur ce chapitre-là, parce qu'on imagine un faste culinaire assez considérable. Alors bon, il y a certaines tranches historiques et lieux où il a fallu vraiment sélectionner, tellement c'était riche. Hein. Là, on a énormément de sources, il y a énormément de choses qu'on peut raconter. En gros, quand même, le grand enjeu, c'est que pendant les Ottomans, il y a un basculement de la grande trilogie méditerranéenne qui est le blé, le vin et l'huile vers le riz, le sucre et le beurre, en fait. Et c'est vraiment l'influence d'Asie centrale qui, tout d'un coup, se met à prévaloir à Istanbul auprès des sultans ottomans. Alors évidemment, il y a plein de choses qu'ils ont portées, je dirais, à leur apogée. L'art du sorbet, avec de la glace grattée, mélangée à toutes sortes de fruits, de choses comme ça. Donc c'était un des mets de choix, de dilection des Stambouliotes. Mais voilà, cette chose-là, comme toujours, les cuisines, l'alimentation des empires, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est à la fois ça absorbe tout ce qui a à ses marges pour le synthétiser et puis aussi ça ventile autour d'eux des comportements alimentaires, des transports bon, c'était valable pour l'Empire romain évidemment, mais les Ottomans changent ça justement et font venir, je dirais, cette espèce de mentalité de la steppe dans un monde qui était très hermétique à ça. Titre du chapitre, la mélodie du donneur. Voilà. C'est un monde où se croisent naturellement et depuis toujours, évidemment, l'Orient et l'Occident, et ça se transcrit assez bien, je pense, dans ce que tu viens de dire, et ces différentes influences. On quitte notre monde méditerranéen, parce que là, pour l'instant, c'était quand même assez centré sur le Mare Nostrum antique, mais même et ses prolongements médiévaux. Qu'est-ce que vous avez choisi finalement pour les Aztèques alors, et le monde Aztèque frites, le titre. Aztèque frites. Mais en gros, c'est quand même, on a des sources géniales pour les Aztèques. C'est-à-dire que, les images, en fait, quand on a peut-être le plus grand marché du monde à court à Mexico à l'arrivée de Cortés. Alors, toujours les noms aztèques, c'est un peu compliqué. Donc, Tlatelolco. Ce marché gigantesque qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, avec, comme encore dans certains lieux du globe aujourd'hui, des zones du marché, vraiment la zone des fruits, la zone de la viande, la zone des volailles, etc., qui sont bien réparties. Donc on passe d'une zone à l'autre pour faire ses courses. Et c'est d'une richesse infinie qui stupéfie les chroniqueurs occidentaux en voyant tout ce qu'il y a. Et en fait, une des choses intéressantes par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que... les blagues que je fais dans l'album en bande dessinée, c'est vraiment ça. Ce jour-là, cette découverte-là, va augurer de toute la nourriture occidentale pop qui est aujourd'hui la base de chez nous. Parce que avant que Cortés mette un pied dans ce marché, il n'y avait pas de tomates, pas de citrouilles, pas de haricots, évidemment pas de maïs. Et toutes ces choses-là, du popcorn à la pizza telle qu'on la connaît, du ketchup, tout ça, c'est que ça vient de cette rencontre-là. Et donc, on le pressent, mais c'est assez délirant quand on fait la liste de tout ce qui manquait, l'avocat, etc. Donc, en fait, des avocados toast à la pizza, toute la junk food, tous les fast-food, toutes les choses comme ça, et le popcorn qu'on mange au cinéma, vient de cette rencontre. C'est assez étonnant. Un des trucs qui est moins connu, par exemple, c'est que c'est eux les premiers, les Aztèques, qui mangeaient de la spiruline. La spiruline, c'est ni une plante ni une algue, c'est c'est une bactérie photosynthétique qu'on trouvait justement un peu à mi-surface des étangs autour de Mexico et dont ils avaient déjà identifié les grandes vertus alimentaires. C'est une civilisation. En gros, c'est une civilisation céréale avec le maïs, en fait. Le maïs, c'est vraiment le pilier. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle la nixtamalisation, que j'ai découvert avec Aitor, qui est un peu plus spécialisé que moi, qui est en fait le traitement du maïs, où on enlève une partie de l'écorce autour des grains, qui permet l'utilisation en farine pour faire les tamales, les tacos, etc., qu'on a connu par la suite. Et donc, c'est vraiment aussi, il y avait une espèce d'ingénierie agricole très particulière, très sophistiquée, qui nous a permis aussi de faire voyager et de trimballer ça. Une des choses aussi très importantes, pareil qu'on mange dans les cinémas ou devant la télé, c'est le chocolat.
Chocoatl, c'est cette boisson mousseuse qui n'a rien à voir avec ce qu'on mange aujourd'hui, mais qui vient des fèves de cacao, qui était à la fois une boisson sacrée, une boisson des dieux, mais que finalement le peuple aussi consommait. Et Cortés goûte, trouve ça dégueulasse, mais il en ramène quand même quelques tonneaux à Charles Quint. Et voilà, commence la grande aventure du chocolat côté Europe. Et côté Europe, après, vous vous êtes plutôt intéressé au raffinement de la table et aux cours européennes aussi, j'imagine, parce que là, on a des sources inépuisables de toutes les natures. Et vous avez choisi, je crois, Catherine de Médicis pour planter votre décor. Oui, alors ça c'est intéressant parce que il s'agissait vraiment aussi de démonter des légendes. On parlait des mammouths avec les hommes préhistoriques. Voilà, de la même façon, il se raconte que l'arrivée des Italiens à la cour de France, avec Catherine de Médicis, finalement signe l'entrée de la cuisine italienne en Europe et en France. Et en fait, c'est un petit peu faux. Il y a quand même un changement de paradigme qui arrive avec les Italiens à la cour de France, c'est qu'on se met... Mais c'est pas vraiment dû à eux, mais ils le symbolisent. C'est le passage d'une alimentation super carnivore du Moyen-Âge à une alimentation où on mangera beaucoup plus de légumes. Et en fait, il y avait un goût et une ferveur pour un certain nombre de légumes. Les artichauts, les petits pois, et les Italiens, les Florentins qui débarquent, ils se mettent à cuisiner l'artichaut. Et il y a toute une vogue de ces légumes-là, quoi. Mais dans l'ensemble de cette partie de l'Europe, il y a quand même un passage aux légumes qui est intéressant. Il ne s'agissait pas seulement de Catherine de Médicis. Il y a une telle légende noire autour de cette reine que des chroniqueurs, voilà, jusqu'au XXe siècle, ont raconté n'importe quoi autour de ça. Mais dès l'époque, on a inventé des histoires avec des personnages totalement fictionnels, mais qu'on a cru historiques pendant longtemps, de gens qui étaient à l'origine de différentes choses. Popellini, qui était censé être l'inventeur du chou à la crème, qui n'a jamais existé. Il y avait aussi un certain Pastilla, l'inventeur des pastilles et des bonbons, qui n'a jamais existé. Il y avait un des nobles qui avait accompagné Catherine de Médicis, Frangipani, qui parfumait l'intérieur de ses gants avec une odeur d'amande, donc qui serait à l'origine de la frangipane. Bon, tout ça est bidon, hein. Mais c'est quand même marrant de voir à quel point voilà, on a fixé là-dessus. Le chapitre s'appelle Catherine de Médicis. Voilà. Et donc ça c'était vraiment la partie médiévale. Il y a d'autres chapitres on est obligé de passer un peu vite, etc., oui, sur manger avec les moines bénédictins, voilà, manger avec les sorcières en fait, du Moyen-Âge, parce qu'il y a tout un discours sur la cuisine magique, la cuisine des femmes, toutes ces questions de transgression qui sont intéressantes. C'est vrai que bon, voilà, on est obligé d'avancer. Voilà. On est obligé d'avancer si on veut laisser un petit peu de temps pour la discussion, mais il y a quand même un chapitre que je ne voudrais pas que vous ratiez et que je ne voudrais pas rater non plus, c'est Darwin. Alors c'est Darwin, parce que Darwin, il est marrant. Moi j'ai pas beaucoup d'idoles, en fait. Vous savez, les gens, ils aiment bien de Messi en passant par Beethoven. Très souvent, les gens, ils ont des petits portraits, des petites statues de gens qu'ils idolâtrent dans leur maison, qui sont un peu leur fétiche. Moi, j'en ai pas beaucoup, parce que très souvent, quand même les gens qui sont rentrés à la postérité, ils avaient quand même des aspects un peu craspec. Voilà, enfin, Rousseau et ses enfants, etc. Bon, Voltaire et ses esclaves, whatever. En revanche, Darwin, pour moi, il est irréprochable. Il est vraiment super cool à tout point de vue. Il est audacieux, il est sympathique, il est tolérant, il est ouvert, il est brillant, il est courageux. Et surtout, c'est un énorme gueuletonneur. Darwin, avant même d'accomplir son voyage qu'il a rendu célèbre, sa circumnavigation, il avait, à la fac, avec ses copains, créé le Glutton Club, le club des gloutons. Et en fait, ils avaient entrepris de manger tout ce qui ne se mangeait pas d'habitude autour d'eux. Donc des chouettes, des machins, tout ce qui était dans la campagne anglaise, ils le bouffaient pour tester. Et ils faisaient des espèces de repas un petit peu mi-potache, mi-expérimentaux, où ils mangeaient tout. Et il a continué avec ça, parce que Darwin, donc, qui a décrit les plantes, les insectes, les crustacés, les volatiles, les mammifères, etc., les a ensuite systématiquement mangés. Tout ce que Darwin a décrit, il l'a mangé. Et ça paraît complètement délirant. Et dans ses mémoires, voilà, au bord du Beagle, et voilà, en Amérique latine, il y a un moment où tout d'un coup, il tord un peu le nez, bizarrement, alors qu'il a mangé des trucs vraiment dégueux. C'est que dans la pampa, il y a des gauchos qui lui font goûter un truc, ils trouvent un peu une espèce de viande un peu visqueuse et tout. Ils demandent qu'est-ce que c'est. En fait, c'est du fœtus de puma. Alors là, c'était sa limite. Hein. Mais donc essayez, vous me direz.
Il avait l'estomac bien accroché quand même. Il avait l'estomac bien accroché. Un autre truc qui est marrant de l'époque, c'est dans une autre ère complètement, c'est on a tout un chapitre manger avec les samouraïs. Alors évidemment, on ne pouvait pas faire sans la cuisine japonaise. On a l'Italie, on a le Japon. Et donc il y a plein de choses à raconter. Mais parmi les trucs moi, qui m'ont fait complètement stupéfié, c'est l'histoire, parce que les plus grandes populations, les plus grandes villes impériales, etc., à l'époque du shogunat, tout ça, c'est à l'intérieur des terres. C'est parce que les côtes sont quand même assez dangereuses au Japon. Il y a des tsunamis, il y a des choses comme ça, donc c'était un peu inhospitalière. Et le problème, du coup, c'est qu'on ne mangeait pas énormément de poissons parce qu'il fallait véhiculer en char à bœuf le poisson vers l'intérieur des terres et le poisson se gâtait. Et on a trouvé un moyen de conservation assez ingénieux qui était en fait d'emballer les filets de poisson dans du riz vinaigré en fait, et on le trimballait comme ça. Et en fait, du coup, on allait à l'intérieur des terres avec ce poisson emballé et on jetait l'emballage, on jetait le riz. Puis à un certain moment, on s'est dit, mais en fait, c'est peut-être pas mal de bouffer aussi le plastique autour. Et donc, c'est comme ça qu'est né le sushi, en fait. C'est parce que c'était le poisson avec son emballage. C'est comme si vous mangez les bonbons sans enlever le papier. Donc ça, c'est étonnant. Et puis, biodégradable. Voilà. Et parmi la sophistication japonaise qu'on connaît bien, il y a plein de récits, de choses qu'on évoque, mais il y a l'art de la découpe. Et le samouraï, c'est quand même le seul à avoir le droit de porter ses 3 sabres, le petit couteau, le petit sabre et le grand sabre. Et l'art de la découpe, c'est quelque chose qui a fasciné énormément les Japonais, tant et si bien qu'il y avait une caste qui s'appelait les Ochonin, qui faisait des shows de découpe. Et en fait, on était comme là, imaginez, j'ai une grosse pièce de viande, et devant vos yeux, je découpe avec une maestria extraordinaire la viande. Et ce dépeçage-là de la viande, c'était un spectacle à part entière. Un tel spectacle qu'on ne mangeait même pas les morceaux qui avaient été découpés ensuite. On quittait la salle et on laissait la viande comme ça. Et le kiff de la découpe, je ne sais pas si vous avez ça. C'est un vrai art même, hein, carrément. Voilà, ouais. Saké soirée, il s'appelle le chapitre. Mais... Saké soirée. Alors, il y a quand même des contextes qui sont évidemment très très importants pour les conditions d'approvisionnement, mais qui se prêtent peut-être en première lecture au moins un peu moins à l'humour. C'est les contextes de guerre, hein, et donc vous vous êtes intéressé aussi à ce qu'on pouvait consommer, manger dans les tranchées de la guerre de 14. Oui, voilà, manger avec les poilus, chapitre, vous reprendra bien une petite tranchée. Je vous aurais rien épargné, mais effectivement, c'est quelque chose de passionnant. On devine les privations, on devine l'horreur de cette alimentation en temps de guerre, de la pourriture, du stockage, de cette difficulté du rationnement, etc., du froid. Donc ça, évidemment, on l'évoque, on passe dessus, mais il y a des choses intéressantes qui sont développées à ce moment-là. Comme souvent dans les périodes un peu paroxystiques, il y a des changements. Et une des choses intéressantes, c'est que dans les tranchées, on avait des gens, on l'a vu, ça a été très emblématique pour la culture et la langue notamment, mais on a vu venir des gens de toutes les régions de France, qui ne voyageaient pas, qui ne se rencontraient pas. Et dans la même tranchée, c'était comme une espèce de micro-échantillon du territoire national, et ça a valu pour la nourriture. Et dans les colis que les gens recevaient, il y avait un saucisson d'Ardèche dans une chaussette, du foie gras du Gers, du beurre de Quimper, etc. Et du coup, on s'est mis à partager avec ses camarades de tranchée des choses, et il y a eu une espèce de découverte, comme une espèce de salon de l'agriculture partage, en fait, à ciel ouvert, de partage, et ça a contribué à faire connaître par l'expérience le patrimoine gastronomique français. Donc c'était une des vertus sombres de cette guerre. Et puis il y a plein d'histoires marrantes, évidemment autour de la propagande de la nourriture. Du côté allemand, une des choses qui était donnée aux troupes allemandes, c'était le Kartoffelsbrot, le pain de pommes de terre, qui était une espèce de gros pain comme ça massif, et évidemment qui était, les Allemands ils aiment bien les acronymes, l'acronyme c'était caca. Et donc évidemment les poilus et la propagande française racontant que les Allemands mangeaient leur caca, ça faisait rigoler tout le monde, sous les bombes. Et puis, il y a certaines histoires, justement, aussi de rumeurs, tout d'un coup, qui s'emparent du truc. Il y a eu un délire total sur les bouillons cubes. Les bouillons cubes de la firme Magie, ils étaient très populaires à l'époque, mais il y a commencé à avoir une rumeur qu'en fait, ils collaboraient avec les Allemands, que le cas
emblématique, c'était le Kaiser, et que les publicités pour Bouillon Cube qu'il y avait sur les routes, en fait, avaient des messages cryptés pour diriger les soldats allemands sur le territoire français. Et donc, on s'est mis à détruire, il y a eu des manifestations, on s'est mis à détruire des officines qui vendaient des Bouillons Cubes. Donc, ça a été un gros délire. Et évidemment, les industriels, comme toujours, ont saisi l'aubaine de ce genre de guerre. Ce n'est pas seulement les chimistes, les fabricants de gaz et d'armement, mais aussi l'industrie de l'agroalimentaire. Et c'est à ce moment-là où on a créé des choses lyophilisées, des œufs en poudre, des choses comme ça. Et par exemple, le banania aussi, le chocolat en poudre, c'est vraiment le produit de l'alimentation des tranchées, ce qu'on n'imagine pas forcément. Il y a une citation, en fait, qui était dans une chanson aussi qu'on chantait dans les tranchées, c'est parmi les produits qui ont été extrêmement populaires, et c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu le symbole français, c'est le camembert. Le camembert qui était assez facile à mettre dans sa besace et tout, et qui circulait pas mal. Et donc il y avait ce truc qui disait que le camembert, la guerre c'est comme le camembert, ça peut pas durer toujours. Je vous laisse sur cette sagesse. C'est pas mal comme transition. Alors, il va falloir qu'on avance un petit peu parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais peut-être quand même ce qui avait éveillé beaucoup notre curiosité, puisque tu en as parlé comme étant une des premières idées que vous avez eues avec Aitor, finalement, c'est Woodstock, manger à Woodstock. Alors, manger à Woodstock, c'était marrant, parce que Woodstock, c'est un festival qui était prévu pour 50 000 personnes. Il s'en est pointé 500 000. Et un des trucs, c'est qu'ils n'avaient pas prévu comment nourrir tous ces gens. En fait, ils considéraient que le LSD, ça suffisait comme nourriture, ce qui est vrai pendant quelques heures, oui. Mais malgré tout, sur 3 jours, ça fait quand même limite. Et donc, ils se sont retrouvés dans un merdier intégral, dans tous les sens du mot, parce qu'ils n'avaient pas prévu de toilette non plus, pour 500 000 personnes réunies dans un champ. Donc, vous imaginez le truc. Et en fait, est né à cette occasion un truc rigolo qui est le muesli, en fait, parce que les paysans du coin, dans les fermes autour, les seules choses qu'ils avaient à donner, c'était un peu de produits laitiers, des graines et tout. Et ce truc roboratif du muesli a été un peu la nourriture des hippies. Évidemment, en plus, ils avaient un pouvoir de rayonnement culturel à ce moment-là tel que ça a popularisé les choses. Bon, larguer la nourriture par hélicoptère sur la foule, enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, Woodstock, ça raconte aussi quelque chose de rigolo. Voilà. Bon, plein de choses. On est passé très vite et tout. Bon, l'histoire de manger ou ne pas manger avec Gandhi, évidemment, toute la question voilà, de la nourriture ne pas manger, donc. Comme arme politique. Voilà, il y a plein d'histoires complètement dingues sur Gandhi. Sur Fidel Castro, qui était un dingue de produits laitiers. C'était un fan de milkshakes. Tous les jours, il mangeait des milkshakes, tant et si bien que la CIA a essayé de l'assassiner en 61 en foutant de la toxine botulique dans un de ses milkshakes, mais finalement, ça a explosé au frigo, donc il n'est pas mort. Il avait une vache ils ont créée, c'était un croisement de Zébu et de Holstein. C'était une vache en particulier qui s'appelait Uwe Blanca, les mamelles blanches, et qui était une star qui passait à la télévision. Castro posait à côté de sa vache et tout, il était hyper content. Elle a été répertoriée dans le Guinness Book des records parce qu'elle a réussi à faire 110 litres de lait par jour. Et quand elle est morte en 85, il y a eu des obsèques nationales, des nécrologies dans les journaux, etc. Donc c'était à la fois un monde de pénurie, de famine, de rationnement, et avec des délires complets sur certains trucs. On ne peut pas finir sans parler de la station spatiale internationale, parce qu'on a tous suivi en direct, minute après minute, les séjours dans l'espace, notamment de Thomas Pesquet il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, ils nous parlaient de leur menu qui était quand même assez insolite. Et donc, c'est assez ébouriffant de voir la manière dont on a pu synthétiser ou lyophiliser l'alimentation. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'innovation là aussi. Alors là, c'est vraiment la technologie, mais ça raconte finalement, ça ressemble un peu à tout ce que je vous ai raconté auparavant. C'est-à-dire que c'est un moment où il faut s'adapter à un certain nombre de conditions et on le trouve. En fait, c'est l'ingéniosité humaine à son maximum. Et c'est sûr il y a Guy Savoie, Thierry Marx qui font des plats pour Thomas Pesquet en apesanteur, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Les premiers vols habités, c'était vraiment absolument dégueulasse. On sait qu'en apesanteur, en fait, on a 30% du goût et de l'odorat qui baissent, en fait. Donc, c'est des trucs hyper épicés, hyper relevés. On ne s'imagine pas ça, hein, parce que sinon, ce serait vraiment trop fade. Donc, si on mangeait leur nourriture sur Terre, on serait un peu rebuté, probablement. Et puis, ce qui est marrant, c'est que maintenant, il y a des vols habités avec toutes les nationalités. Et donc, il y a tout un folklore, justement, mondialisé autour de la vie des gens qui ne se font plus la guerre une fois qu'ils sont dans l'espace, alors qu'ils se font la guerre sur Terre. Mais chacun a amené ses trucs, du bortsch pour les Russes. Et les Italiens, les premiers spationautes italiens, ils ont fait un partenariat avec Lavazza, qui a créé une espèce qui s'appelle ISS Presso.
une machine pour faire de l'expresso en apesanteur. Donc tous ces trucs-là sont quand même plutôt sympas. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que vous avez compris que c'est un livre que vous allez dévorer et vous allez pouvoir le dévorer dès avant Noël puisque la sortie est prévue pour fin novembre, si j'ai bien compris. Fin novembre exactement. Et ça sera le premier d'une série de 3 au moins. Hein, on a fait un truc un petit peu racoleur en termes de marketing. On a mis un bandeau avec marqué déjà numéro 1 des ventres. Mais si on lit vite, ça peut passer. Le petit bandeau pour attiser votre curiosité. Bon, on va passer à la discussion, puisque je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Ouais. Il y a un micro. Oui, bonjour. Je voulais savoir si dans votre histoire, vous avez également considéré les boissons. Est-ce que vous avez fait un mix entre boissons et alimentation? Alors, il y a des chapitres plus ou moins arrosés. Mais oui, c'est quand même assez important. Il y a toujours un paragraphe un peu sur ce qu'on buvait, notamment quand il y a une particularité. On a un peu parlé des Vikings et de leur goût de la postronade, mais effectivement, les boissons, c'est quelque chose de très important. Et bon, c'est un truc tellement vaste qu'on est obligé évidemment de sélectionner. Chaque chapitre fait 2 doubles pages, assez grandes, avec le format bande dessinée, mais quand même, voilà, on est obligé de réduire. Mais c'est vrai qu'il y a des histoires dingues. Hein. Les Vikings, ils avaient carrément de la bière pour enfants. Qui était avec un degré d'alcool un peu moins, mais c'est ce qu'ils donnaient aux gamins, quoi. Merci. Autre question? Sinon, dites-la moi, je la répète. Vous avez prévu 3 tomes. Si vous avez déjà couvert la totalité de l'histoire dans le premier tome, alors en fait, on passe de l'ASCO à l'ISS dans le premier tome, mais en fait, on va repartir, on remet le compteur à 0 dans chaque tome, avec une progression chronologique. Mais évidemment, là, on mange avec Mussolini et Staline, mais on n'a pas mangé avec Hitler, on n'a pas mangé au Goulag, on n'a pas mangé avec les empereurs Tang, on n'a pas mangé... Enfin, il y a énormément de chapitres qu'on veut traiter, et donc on a localisé. Il y a des choses qu'on n'a pas faites parce qu'on galérait avec les sources, on était un peu pressé pour finir le bouquin. Donc on a repoussé certaines choses qui nous passionnaient. On sait qu'il y a des choses à raconter, mais voilà. Donc à chaque fois, on reprend à 0 la chronologie. Voilà. Voilà. Et en fait, souvent, il y a un angle. Quand on dit manger avec Mao, il y a des anecdotes sur Mao, mais évidemment aussi sur le grand bond en avant, les grandes famines, etc., les politiques de famine, justement, qu'il y avait. Voilà. Mais bon, par exemple, il n'y a pas ce chapitre, mais par exemple, Mao il y avait toute une espèce d'histoire autour des mangues de Mao. Il adorait les mangues. Et en fait, c'est le leader pakistanais qui lui avait offert des mangues à un certain moment. Et il avait adoré ça. Il n'y avait pas tellement de mangues cultivées en Chine. Et il y a eu plein de représentations de propagande de Mao qui mangeait ses mangues. Ce qui fait qu'en fait, tous les leaders communistes des différentes régions voulaient à chaque repas qu'il y ait des mangues, parce que c'est the truc à manger. Et c'est devenu une énorme complication. Et donc les Chinois fantasmaient à mort sur les mangues, mais sans vraiment pouvoir les goûter, quoi. Bon, ce genre d'histoire. Ça sera pour le tome 2. Sur les anthropophages, bonne idée. Ça va vous plaire, je pense, quand même. Ça devrait. Alors, le titre du livre, c'est La fin de l'histoire. FAIM, avec comme sous-titre L'histoire du monde par la gastronomie. Alors, pas dans ce tome-là, mais évidemment, manger sous l'occupation et dans la résistance, c'est un chapitre sur lequel on est en train de travailler. On a déjà le titre, Les papilles font de la résistance. Voilà. J'ai 2 questions. Ouais. Est-ce que vous êtes penché sur le cas de la viande de Kobe au Japon? Et un peu dans la lignée de ce qui a été posé, la nourriture dans la commune. Alors, c'était un peu à saut et à gambade ce petit exposé. Il y a un chapitre sur la nourriture pendant la commune, dans le tome 1, en fait, qui s'appelle Le temps des queues de cerises. Et en fait, qui enjambe un peu à la fois le siège de Paris, puis la commune, en fait. Voilà, c'est parce qu'on passe d'un truc à l'autre, c'est assez cohérent. Et ça, c'est dingue, évidemment, parce qu'on a mangé tous les animaux du zoo, de la ménagerie, du jardin des plantes, tout ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, dans les restos chics, des boulevards, il y avait une trompe d'éléphant accrochée dans la vitrine, à manger, ce genre de truc. Et la première question, c'était...
La viande de Kobe. Alors la viande de Kobe en tant que telle, on peut l'évoquer parce qu'on fera un truc sur le XXe siècle japonais, évidemment. Voilà, sur la fin de Meiji, en gros, la fin de l'ère Meiji et ce qu'on mangeait à ce moment-là. Et effectivement, les bœufs massés à la bière, à qui on fait écouter du Mozart, voilà, avant qu'on les découpe. Il y aura un truc à raconter sans doute. Vous avez faim? Non.